Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier Va'ad en ce qui concerne la Mida du Emet. On a déjà, Baruch Hashem, beaucoup parlé du Emet. À vrai dire, on pourrait en parler pendant encore de nombreuses fois. Simplement, je n'ai pas envie de m'attarder trop sur chaque Mida parce que finalement, on risque d'oublier les autres Midot. Alors, Bezrat Hashem, quand on aura fini de passer en revue toutes les Midot, on reviendra Bezrat Hashem sur le Emet parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais je pense que les points les plus importants, on les a déjà dit. Et aujourd'hui, on va essayer de conclure Bezrat Hashem. On a compris jusqu'à présent combien cette exigence de vérité, de Emet, elle était extrêmement importante. C'est l'un des piliers du judaïsme. Si vous voulez savoir jusqu'où ça doit aller, cette Mida du Emet, combien Kadosh Baruch Hu attend de nous d'être Emet. Alors je vais vous donner un exemple. Dans l'école de Kelem, on disait attention, même lorsque tu soupires, fais attention à ce que ton soupir soit vérité. À savoir, fais attention à ce que ton soupir exprime vraiment ce que tu ressens. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a un petit peu mal, et qui commence à soupirer énormément, c'est déjà pas du Emet. Ton soupir, il exprime quelque chose. Ton soupir, il ne peut pas exprimer quelque chose qui est supérieur à ce que tu ressens véritablement. Et on raconte qu'un jour, la Chavruta, le compagnon d'études du sabbat de Kelem, était gravement malade. Il était dans sa chambre d'hôpital, et il soupirait, il gémissait, et il criait, etc. À un moment donné, le sabbat de Kelem est rentré pour essayer de lui rendre visite, de le soulager. Mais il faut savoir que le sabbat de Kelem et cet homme-là, ils avaient travaillé pendant des années entières ensemble sur la Mida du Emet. Au moment où le sabbat de Kelem est entré, très rapidement, il n'y avait plus aucun soupir. Les gens, ils n'ont pas compris. Il y a tellement de personnes qui sont venues, qui ont essayé de le soulager, on lui a donné des médicaments, on lui a donné, rien n'a marché. Et puis d'un coup, il sort, et puis voilà, il rentre, excusez-moi, et voilà, tout s'arrête. Il s'est avéré finalement que qu'est-ce qui s'est passé. L'autre, dès lors qu'il a vu le sabbat de Kelem, et qu'il s'est souvenu de tous les vadim qu'ils avaient étudiés ensemble de Emet, il s'est dit la vérité, je gémis plus que ce que j'ai mal, et c'est pas Emet. Si je pleure plus que la souffrance que j'ai, c'est que c'est déjà pas Emet. Voilà jusqu'où ça va. Donc, il faut comprendre et voir jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où il faut faire en sorte que mon comportement soit compatible avec ce que je ressens véritablement. Que je ne donne pas l'impression de ce que je ne suis pas vraiment. Autre point important, un peu dans le même ordre d'idées. Les grands de l'école de Kelem enseignaient à leurs élèves, lorsqu'ils se comportent, à se comporter de la façon la plus simple possible. C'est pas la peine quand tu vas dans la rue que tout le monde pense que tu es le grand de la génération. Comporte-toi de la façon la plus simple possible. Pourquoi ? Disaient les rabbanim de Kelem, ils disaient parce que c'est simple. Si jamais quand tu te comportes, tu as des comportements très particuliers, eh ben les gens ils vont penser que tu es ce que tu parais être. Et si jamais tu n'es pas véritablement ce que tu parais être, eh ben c'est du mensonge, tu trompes les gens. Et ça c'est déjà un problème. Exemple, quelqu'un est en train de prier. Il y a des gens parfois ils prient, ils n'ont aucune kavana, mais ils se balancent. Quand on les voit, on est sûr que, combien de kavanotes ils ont. Eh bien, à Kelem, on apprenait aux gens, attention, si ça peut t'aider, fais-le. Mais si ça ne t'aide pas, fais attention. Sache que quand tu te balances de cette façon-là, les gens ils pensent que tu es quelqu'un de très important. Est-ce que tu es vraiment important ? Est-ce que vraiment tu te concentres dans ta tefila ? Est-ce que vraiment tu as de concentration ? Tu es en train de rêver à n'importe quoi, juste tu fais une mimique pour essayer de te faire passer pour celui que tu n'es pas. Autre exemple, le Rav Nachum Zeev de Kelem. On dit que lui, lorsque le Sefer Torah passait devant lui, il ne l'embrassait pas. Il ne venait pas comme ça pour l'embrasser. Pourtant, c'est une coutume, c'est écrit dans le Harizal, que c'est très important d'embrasser le Sefer Torah. Lui, il ne l'embrassait pas. Et quand on lui a demandé pourquoi, il disait, parce que je ne suis pas certain que je ressens cet amour fou pour le Sefer Torah qui va jusqu'à l'embrasser. Je ne suis pas certain. Alors comme je ne suis pas certain, je préfère ne pas faire quelque chose qui risque d'être interprété comme si effectivement je ressentais cet amour fou, alors que je ne le ressens pas. Donc on voit de là ces points extrêmement importants. À savoir, il faut essayer d'être le plus émet possible. Il faut faire en sorte de refléter ce qu'on est véritablement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dans la vie, le problème qu'on a, souvent, c'est qu'on pense des choses
et on fait d'autres choses. Et ça, c'est un problème. Le problème le plus grand, c'est lorsqu'on vient faire des choses de mitzvah. Et ça, c'est aussi le Rav Nachum Zeev de Kelem qui disait. Il disait, moi, bon, le Emet, Sheker, j'essaye de ne pas mentir. Mais le pire, c'est quand on fait des choses de mitzvah. Pourquoi? Parce que quand on fait des choses de mitzvah, le Yetzer Hara vient et dit, allez, là tu peux mentir, c'est pour une bonne cause. Allez, là tu peux mentir. Mens un petit peu, transforme un petit peu les propos. Allez. Il disait, le Rav, c'est là le plus grave. Parce qu'une mitzvah qui provient d'un mensonge, c'est pas une mitzvah. Faites très attention à ce moment-là, ne surtout pas mentir. Je me souviens quand on avait créé le site, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, si tu veux que ton site y réussisse, il faut que tu traficotes un petit peu le nombre de vues. Un cours qui a été vu 50 fois, écrit qu'il a été vu 1200 fois. Il dit pourquoi? Les gens ils sont habitués à YouTube, machin, 1200, 3000, 3... Si toi ton cours il est vu 50 fois, les gens ils vont se moquer de toi. Il m'a dit, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il y en a qui m'a dit aussi, il faut trafiquer les dons. Fais Zarma quand il n'y a pas eu de dons, fais semblant qu'il y a eu des dons. Comme ça les gens ils voient qu'il y a des dons, ils voient que... Bref, du mensonge, du mensonge, du mensonge. Simplement, comme c'est pour la mitzvah, il y a des gens qui se laissent avoir. Il ne faut pas se laisser avoir. Et moi, je peux vous dire que sur mon site, je traficote rien du tout. Ni concernant le nombre de vues, ni concernant les dons, ni rien du tout. Il n'y a rien à trafiquer. Tu fais une mitzvah, d'accord, mais essaye d'être le plus émet possible. Et là, on arrive à un problème. Un problème qu'on va avoir en tant que rabbanim, un problème qu'on va avoir en tant qu'éducateur. Le Rav Moshe Levi, c'était un grand possède de halacha. Lui, il raconte que lorsqu'il enseignait les halachot Hanouka, il y avait une halakha qu'il n'enseignait jamais. Il y a écrit dans certains poskim que c'est important, que c'est bien, si on peut, si on a les moyens, d'avoir une Hanoukia qui est en argent massif. Et ce Rav, il disait, moi jamais j'enseignais cette halakha. Jusqu'au jour où j'avais suffisamment d'argent que j'avais mis de côté pour pouvoir me permettre d'acheter une Hanoukia en argent massif. Et là, j'ai commencé à enseigner cette halakha-là. Il dit pourquoi? Je ne voulais pas enseigner une halakha, comme quoi c'est important, et c'est très important, et c'est super important, or que moi-même je ne le fais pas. Parce que c'est pas émet. Je ne peux pas faire quelque chose qui n'est pas émet. Les gens, ils vont m'entendre, ils vont croire que moi j'ai, or que moi-même j'ai pas. C'est pas émet. Ça veut dire qu'on va avoir un problème. En tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant que rabbanim, on va avoir un problème. Quelquefois, on doit enseigner la Torah. Mais il y a des choses dans lesquelles on n'est soi-même pas parfait. Le Rav Broïda, par exemple. Il y a des gens qui sont venus le voir, comme ça le Rav Volbe raconte, et qui lui ont dit, Rav, regardez, lorsqu'un Rav doit donner des vadim à ses élèves, il va parler de vérité, une fois il va parler de l'empressement, une fois il va parler de la générosité. Mais ce Rav lui-même, il ne peut pas être parfait. Bon, s'il vient donner un cours sur le Hémet, c'est qu'il est vraiment Hémet. Quand il va donner un cours sur la Zrizout, c'est qu'il est vraiment empressé, qu'il fonce pour accomplir les mitzvot. Mais si jamais il n'est pas au niveau, alors comment on fait? S'il parle de ces points-là et qu'il essaye de les argumenter alors qu'il n'est pas au niveau, eh ben c'est un peu du mensonge. Et le Rav Broïda a répondu, bah oui, si on parle de ces choses-là alors qu'on n'est pas au niveau, alors stam, on parle pour parler, c'est de la parlotte. Alors comment on fait? On doit parler, on doit éduquer nos enfants, on doit leur parler de l'importance de la Zrizout. Et quelquefois, on n'arrive pas. Pareil, il y a des rabbanim qui disaient, attention, quand tu parles à tes élèves, et puis tu commences à crier comme ça, c'est très important ça, la Zrizout, c'est super, super, super important. Tu parles avec tellement d'entrain que les gens ils sont sûrs que bah ça va. Ce Rav-là qui nous parle comme ça, c'est sûr que lui, c'est le roi de l'empressement. Ben oui, puisqu'il nous parle de l'empressement, il nous parle avec tellement de conviction. Et parfois, ce Rav lui-même, il n'est pas tellement empressé. Alors, il parle d'empressement avec conviction, alors qu'il ne l'est pas. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler avec conviction. Est-ce que ça veut dire que j'ai vraiment toute cette dimension du Hémet, tellement que je peux paraître le faire quand je parle avec tellement de conviction? Alors quoi? Il faudrait parler avec moins de conviction, de façon comme ça, très très calme, très posée, très indifférente. Mais c'est pas comme ça qu'on enseigne la Torah. Alors comment on fait dans un cas pareil? Le sabbat de Kelem, à nouveau, il disait, moi j'ai toujours pensé que quand on donne des cours, il ne faut pas parler de points dans lesquels on n'est pas soi-même parfait. Ainsi qu'il y a écrit dans la Gemara, tout d'abord, décore-toi toi-même, et après tu pourras décorer les autres. Tout d'abord, essaye de devenir toi-même parfait, et après tu pourras parfaire les autres. Dit le sabbat de Kelem jusqu'au jour où quelqu'un est venu, et il m'a convaincu que j'avais tort. Il m'a dit, regarde, si tu attends d'être parfait pour pouvoir commencer à diffuser la Torah, qu'est-ce qui va se passer? Tu seras parfait que quand tu seras très âgé. Quand tu seras très âgé, ce sera déjà trop tard. Donc, conclusion du sabbat de Kelem, en malasot. Il faut le faire malgré tout. Je veux parler à mes enfants de l'importance d'Azrizout, il faut que je leur parle de l'importance de se lever tôt pour aller à la tfila. Il faut que je leur parle. Et moi, parfois, je me lève tard. D'accord? Mais il n'empêche qu'il faut que je leur parle de ça. Comment je peux inculquer une valeur si j'en parle pas? Ne pas inculquer, c'est le pire.
Donc il faut essayer d'inculquer. Comment faire? Mais en tous les cas, j'espère que ce point est bien clair. Il y a écrit Bimkom She'en Anashim Ishtadel Liot Ish. Là où il n'y a personne, là où il n'y a pas des hommes de qualité, essaye toi-même d'être un homme de qualité. Nous tous, là où on est, il y a des situations dans lesquelles on a besoin de nous. Alors quelquefois on n'est pas parfait, c'est vrai. Personne n'est parfait. Alors parce que je ne suis pas parfait, je vais m'empêcher d'essayer de diffuser la Torah? Non. J'essaye d'être le plus parfait possible. J'essaye de me corriger. J'essaye d'avancer, c'est vrai. Mais je ne m'arrête pas. Malgré tout, j'enseigne. Alors comment c'est compatible? Si c'est du mensonge, tu n'as pas le droit de le faire. Alors tu me dis, oui, c'est pour le bien. D'accord, mais tu ne peux pas mentir pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon avis, le point est le suivant. Le point, ce qu'il a voulu lui dire le sabbat de Kélem, c'est que ce n'est pas du mensonge. Et je vais vous dire exactement ce que je ressens. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est moi qui le ressens. C'est comme ça que je pense. Je l'ai déjà dit une fois sur un cours de Torah Academy. Ce que je vous dis maintenant, je pense que c'est Emet. De quoi s'agit-il? Moi, je viens parler par exemple de l'empressement. L'empressement, c'est quelque chose d'extrêmement important. De se lever le matin pour aller tôt à la tefila, arriver un quart d'heure en avance, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est important. Je suis persuadé que c'est important. Je suis persuadé qu'un juif qui veut réussir sa journée, il faut qu'il se lève tôt. Bon, je ne suis pas en train de nous faire le vaad sur ça, on le fera, Bezrat Hashem. Mais moi j'ai un problème, j'arrive pas à me lever le matin. J'arrive pas, j'ai du mal, j'entends pas mon réveil. Quand je l'entends, je l'éteins immédiatement. J'ai un grand Yetzer Hara du matin, j'arrive pas. Qu'est-ce que je fais dans un cas pareil? Et on me demande, Rav, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire des vaadim? Entre autres, on aimerait bien que vous nous renforciez en zrizout. Maintenant, moi, la zrizout, je suis conscient que c'est quelque chose d'important. La preuve, moi-même, j'essaie de travailler sur ça. J'ai du mal, mais j'essaie de travailler sur ça. Je suis persuadé que c'est important. Je suis persuadé qu'il faut arriver un quart d'heure en avance à la tefila, bien que moi, j'arrive un quart d'heure en retard. Mais je suis persuadé qu'il faut arriver en avance. Maintenant, je vais prendre la parole, je vais prendre le micro, et je vais dire, voilà, chers amis, vous savez, et je vais commencer à parler de l'importance de la zrizout. Et je vais dire que c'est tellement important, si vous pouvez le faire, mes chers amis, arriver en avance à la tefila. C'est tellement important, ça réjouit tellement à Kadosh Baruch Hu, etc., etc. Or que moi, j'arrive 5 minutes en retard à la tefila. C'est du mensonge ou c'est de la vérité? Alors, ça pourrait paraître être du mensonge, parce que les gens qui vont m'entendre dire, ils vont penser que moi, je suis en avance à la tefila, qu'en fait, je ne suis pas en avance à la tefila. C'est vrai, il y a cette dimension du mensonge. Mais dans le fond du problème, j'ai parlé mensonge ou j'ai parlé vérité? Eh bien, à mon avis, j'ai parlé vérité. Tout ce que j'ai au plus profond de mon cœur, je vous l'ai dit. Que moi-même, je m'en veuille de ne pas réussir à me lever à l'heure à la tefila, c'est mon problème. Que moi-même, quand je vais parler de la colère, je dis qu'il ne faut pas se mettre en colère sur ses enfants, que moi-même, ça puisse m'arriver de me mettre en colère contre mes enfants, ça m'arrive. Mais je m'en veux terriblement parce que je sais que ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Donc lorsque je vais parler, parce que je suis censé être celui qui va véhiculer la parole de la Torah, parce que je suis censé être celui qui est le porte-parole de la Torah pour vous dire quelque chose. Quand je vais dire une chose pareille, ce n'est pas du mensonge que je dis, puisque j'y crois. J'y crois profondément. Et si quand je parle avec conviction, avec intonation, et avec des gestes, et avec des mouvements, et avec des cris, et avec des pleurs, et tout ce que vous voulez. Pourquoi je le fais? Pas parce que je joue un jeu. Pas j'y crois pas, mais je le dis, ça aurait été du mensonge. Parce que j'y crois terriblement. En tant que parent, vous allez éduquer vos enfants à quelque chose, vous y croyez, eh bien enseignez-le. Avec conviction, avec cœur, vous les mamans. Enseignez avec cœur la Torah à vos enfants. Enseignez-leur avec cœur les midot. Bien que quelquefois vous n'êtes pas encore au niveau. Et alors? Si vous y croyez, c'est émet. Et ça, j'en suis persuadé, mes chers amis. Persuadé. Et c'est ça qui donne l'autorisation aux rabbanim d'enseigner. Les rabbanim, ils enseignent parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils font, c'est quelque chose qui est vérité. Et c'est ça la différence entre les vrais rabbanim et les faux rabbanim. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a. Les faux rabbanim, c'est ceux qui ont une fausse langue. Ceux qui imitent un discours. Ceux qui savent ce qu'on est censé dire et qui le disent alors qu'ils n'y croient pas un mot. Et bien ça, je peux vous dire, mes chers amis, quand on ne croit pas à ce qu'on dit, qu'on ne le dise pas. D'ailleurs, ça se sent. Mais il y a des gens qui savent tellement bien faire la comédie que ça ne se sent pas. Quand on ne croit pas à quelque chose, qu'on ne l'enseigne pas. On ne peut pas enseigner quelque chose auquel on ne croit pas. Donc quelquefois, je viens donner des cours de Torah. Et puis, j'ai vu dans un livre de Moussard une idée. Mais j'y crois pas suffisamment. C'est quoi, j'y crois pas. Soit je ne comprends pas comment cette idée-là, elle s'arrange dans certains textes. Soit cette idée-là, je la ressens pas tellement. Je la ressens pas. Alors moi, quand je parle, j'essaie de parler avec conviction. Comment je vais dire avec conviction quelque chose auquel, je sais pas, j'y crois pas tellement, je comprends pas tellement ce qu'il veut. Eh bien dans ces cas-là, j'enseigne pas.
D'abord, j'enseigne pas parce que j'ai tellement de choses belles et dont je suis convaincu à enseigner que c'est dommage de perdre du temps avec des choses dont je ne suis pas convaincu. Mais en plus, ça aurait été du mensonge. Lorsqu'on vient parler de Torah, si on est persuadé que ce qu'on dit, c'est quelque chose de vérité, bien que nous-mêmes, on n'est pas encore au niveau, on peut se permettre. Attention, qu'on ne fasse pas zarma qu'on est au niveau. Qu'on ne fasse pas zarma, moi, ça fait déjà tellement d'années, c'est tellement facile pour moi, ça y est, c'est devenu une habitude. Ça, c'est du vrai mensonge. Mais de montrer qu'on est tous dans le même clan, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de progresser, qu'on est dans une démarche de progression, ça peut en aucune façon être du sheker. Et ça, c'est du émet, et c'est ce que je disais un jour dans un cours. Vous, parents, vous n'êtes pas au niveau de quelque chose, mais vous y croyez. Dites à vos enfants, moi j'y crois vraiment. C'est vrai, moi, madame, que je ne suis pas au niveau de m'habiller de tsniout, mais je crois tellement à la beauté de la tsniout. Regarde ma fille, moi j'ai du mal, essaye toi de faire ce que tu peux. Ça fait plaisir à Hachem. C'est pas du mensonge de dire ça. Pour conclure, le dernier point dont je voulais vous parler, et ça va être un petit peu la conclusion de tous ces Vahadim-là. Une fois qu'on s'est habitué à travailler sur la mida du Hémet, à faire en sorte que mon gémissement, il soit effectivement l'expression d'un sentiment. Quand je fais en sorte que lorsque je raconte des histoires, que je sois précis dans les détails. Tout ça, ça doit nous conduire à une chose. Une chose extrêmement importante, c'est être des hommes de vérité. C'est quoi être un homme de vérité ? Un homme de vérité, c'est faire ce en quoi je crois. Si je crois en quelque chose et que je ne le fais pas, eh ben, je suis déjà un petit peu dans le mensonge. Parfois, j'arrive pas, parfois, j'ai du mal. Parfois, je fais des efforts et je tombe. Mais au moins, essayez. On ne peut pas vivre toute notre vie dans une contradiction permanente. C'est impossible. Impossible. Je ne peux pas toute ma vie croire en quelque chose, penser quelque chose et faire l'inverse. C'est une contradiction qu'Hachem ne nous pardonnera pas et que nous-mêmes, on ne se pardonnera pas. On finira chez le psychiatre, c'est dommage. Quand on croit en quelque chose, il faut le faire. Quand un rave enseigne une halakha, il doit essayer lui-même de la faire. Si quelqu'un me pose une question et qui me dit « Rav, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil ?» Et que, puisque je sais que ma réponse, elle engage, je lui dis « Attends, je vais réfléchir. » Je raccroche, j'ouvre des sfarim et puis je donne une réponse. Et bien, si jamais personne ne m'avait téléphoné, que moi-même j'étais dans cette situation-là, si jamais sans ouvrir les sfarim, j'avais dit bon allez, ça c'est permis ou c'est interdit, ça n'aurait pas été émettre. Si jamais quand quelqu'un me pose la question et je sais que ça m'engage, etc., je vérifie, et bien quand ça me concerne à moi-même, il faut aussi que je vérifie. De la même façon, il n'y a aucune différence. Ça, c'est le émet. Le émet, c'est me dire si quelqu'un m'avait demandé conseil, qu'est-ce que je lui aurais dit ? Quelqu'un qui est dans la même situation que moi, qu'est-ce que je lui aurais dit ? Je lui aurais dit ça, et bien c'est ça que moi, il faut que je fasse. Il faut s'habituer à ça, mes chers amis. Et vous verrez combien on a gagné. Quand on va s'habituer à être des hommes de Hémet, à être des hommes de vérité, quand on va s'habituer, Bezrat Hashem, à faire ce à quoi on croit, c'est là qu'on aura complètement réussi, Bezrat Hashem. On commence par s'habituer. Allez, ne mens pas, quand on te demande quelle heure il est telle heure précisément, etc. Mais tout ça, c'est pour acquérir cette dimension du Hémet. Le point principal du Hémet et la résultante du Hémet, mais qui est en fait l'objectif, c'est quoi ? C'est de pouvoir être des bons Ovdei Hashem. Quelqu'un qui est Hémet, il pourra être Oved Hashem. Parce qu'il étudie la Torah d'Akadosh Baruch Hu qui est Hémet. Il sait quel est le comportement Hémet à avoir et il ne pourra pas supporter cette contradiction de ne pas avoir le comportement dont il sait être le Hémet. Et donc il le fera. Et comme ça, on aura tout résolu. Merci beaucoup, mes chers amis, de votre attention. Et la prochaine fois, on se lancera dans un nouveau sujet, dans une nouvelle Mida Bezrat Hashem. Kol Touv et à très bientôt.